La trahison ne portait pas toujours un manteau noir, ni un couteau dans la main. Parfois, elle avait le visage poudré d'une mère aristocrate, des gants clairs, une écriture fine sur du papier à lettres et le calme terrible de ceux qui savent que les archives peuvent dormir longtemps. Si le public avait vu ces coupures jaunies au moment où Audrey Hepburn devenait le visage le plus délicat du cinéma, l'histoire aurait-elle été la même? Dans certaines lettres, dans certains articles d'avant-guerre, un nom revient comme une tache sous la soie. Ella van Heemstra, baronne néerlandaise, mère d'Audrey, femme du monde qui avait regardé de trop près les séductions politiques les plus toxiques de son époque. Qui, autour d'elle, a eu intérêt à réduire ses traces à de simples erreurs de jeunesse? Qui a laissé Audrey porter seule le costume immaculé de la grâce, pendant que les papiers de famille restaient dans l'ombre, pliés, classés, parfois cités à moitié? Et si la première grande blessure d'Audrey n'avait pas été seulement la faim, la guerre ou l'abandon d'un père, mais cette sensation plus froide encore, découvrir que ceux qui vous protègent vous fabriquent aussi une légende. Avant d'être un symbole de douceur, Audrey fut une enfant placée au milieu d'un décor qui craquait déjà. On la voit aujourd'hui en robe noire, silhouette fine comme une ligne de fusain, collier de perles, sourire tremblant sous les projecteurs. Mais derrière cette image polie par le temps, il y avait une petite fille née d'une famille qui aimait les titres, les salons, les relations, les noms qui ouvrent les portes et les silences qui les referment. Sa mère, Ella van Heemstra, appartenait à cette noblesse européenne qui savait parler bas, écrire correctement et faire disparaître une gêne sous une nappe blanche. Son père, Joseph Ruston, qui ajoutera plus tard Hepburn à son nom, gravitait lui aussi dans des cercles politiques inquiétants, selon plusieurs récits biographiques. Les deux parents d'Audrey, à des moments différents, furent associés à des sympathies ou fréquentations fascistes dans l'Europe d'avant la catastrophe. Un fait que les admirateurs de l'actrice ont longtemps préféré regarder de côté, comme on évite une photographie trop cruelle sur une cheminée familiale. Voilà le premier contraste monstrueux de cette histoire. D'un côté, la petite Audrey deviendra l'ange humanitaire, la star qui serrera des enfants pauvres dans ses bras avec une sincérité presque douloureuse. De l'autre, son enfance commence dans une maison où certains adultes ont flirté avec des idées qui allaient bientôt ravager l'Europe. La lumière et la boue dans la même lignée. La grâce et le poison sous le même toit. Il ne s'agit pas de condamner l'enfant pour les choix de sa mère. Ce serait injuste, presque indécent. Mais il faut oser poser la question que les biographies trop lisses évitent souvent. Comment fabrique-t-on une icône quand une partie du passé familial menace de fissurer le marbre? Dans les récits populaires, Audrey apparaît presque sans péché, comme si la guerre l'avait lavée de tout avant même que Hollywood ne l'habille. Elle danse malgré la faim, elle rêve de ballets dans une Europe occupée, elle devient après la guerre une apparition fragile, une princesse moderne. Mais les dossiers sur sa mère, eux, ajoutent une odeur de papier humide et de malaise. Ils murmurent que l'histoire officielle aurait été filtrée, non pour salir Audrey, mais peut-être pour protéger une image devenue trop précieuse. Ella n'était pas une figurante dans cette tragédie familiale. Elle était une femme forte, mondaine, parfois impérieuse, qui savait survivre dans les salons comme dans les ruines. Selon des recherches publiées par des biographes et des historiens, elle aurait exprimé dans les années d'avant-guerre des opinions favorables à certains mouvements autoritaires, et elle aurait écrit ou laissé publier des textes qui, relus après la guerre, devenaient terriblement embarrassants. Imaginez la scène. Une table de bureau, une lampe basse, des mains qui tournent des pages avec prudence. Sur une coupure de presse, le nom d'Ella apparaît. Sur une autre, une référence politique dérangeante. Plus loin, une mention mondaine, un voyage, une proximité, un enthousiasme que l'on préfère ensuite appeler naïveté. Et pendant ce temps, dans les salles obscures du monde entier, le public pleure devant Audrey, sans savoir que le nom de sa mère aurait pu déclencher une toute autre conversation. La blessure d'Audrey commence aussi avec un abandon. Son père quitte le foyer alors qu'elle est encore enfant. Un départ qu'elle décrira plus tard comme un choc intime, une cassure,
dont elle ne se remettra jamais tout à fait. Dans le roman doré que l'on vendra plus tard au public, cet abandon explique sa fragilité, son besoin d'amour, sa peur de perdre. Mais il y a une autre lecture, plus sombre. L'enfant a vu très tôt que les adultes peuvent disparaître, se contredire, se protéger eux-mêmes avant de protéger leurs enfants. Joseph Ruston ne fut pas seulement l'homme absent. Il fut aussi, selon plusieurs sources, proche de milieux politiques extrêmes dans les années 30, notamment en Grande-Bretagne. Cette ombre paternelle, ajoutée aux zones troubles d'Ella, fait de l'enfance d'Audrey non pas un conte de fées brisé, mais un véritable champ de mine morale. Un jour, les projecteurs de Hollywood feront disparaître ces fissures. Mais les projecteurs n'effacent pas tout. Ils déplacent seulement l'ombre derrière le rideau. Et c'est là qu'apparaît le premier personnage ambigu, cette figure que l'on croit protectrice et qui devient inquiétante dès qu'on approche trop près. La mère elle-même. Ella a nourri, élevé, protégé Audrey pendant les années les plus dures. Elle a été le pilier lorsque l'Europe se déchirait, la présence solide dans une vie instable. Mais cette même femme portait un passé que l'on aurait intérêt, plus tard, à envelopper dans des formules prudentes. La vipère sur la poitrine, dans cette histoire, n'est pas forcément un monstre criant. C'est plus subtil, plus douloureux. C'est une mère aimante qui peut aussi devenir gardienne d'un récit arrangé. Une famille qui embrasse l'enfant tout en décidant ce qu'elle aura le droit de savoir, de dire, de représenter. Audrey fut-elle protégée ou utilisée comme paravent de pureté pour recouvrir les égarements des adultes? À Hollywood, la machine adore les renaissances propres. Une jeune femme européenne, mince, distinguée, rescapée des privations, devenant princesse à l'écran, c'était irrésistible. Le public voulait croire à la porcelaine, pas au dossier. Il voulait la jeune fille au regard immense, pas la fille d'une baronne dont les anciennes prises de position pouvaient embarrasser. Le succès d'Audrey arrive comme une revanche sociale et morale. Elle, l'enfant affamé des Pays-Bas occupés, entre dans les palais du cinéma. Des robes sont dessinées pour elle, les photographes s'agenouillent presque devant sa silhouette, les studios comprennent qu'ils tiennent une merveille rare. Une star qui n'a pas l'air de réclamer l'amour, mais de s'excuser d'être aimée. Pourtant, sous cette délicatesse, il y a une horloge. Une menace silencieuse traverse toute sa vie. Le corps qui a connu les privations ne l'oublie pas. Le cœur qui a connu l'abandon cherche toujours une maison. L'image publique, elle, devient si pure qu'elle ne supporte plus la moindre poussière. Plus Audrey devient un symbole, plus le passé de sa famille devient dangereux. On peut imaginer les attachés de presse, les proches, les biographes bienveillants, tous ceux qui avaient intérêt à raconter l'histoire dans une lumière douce. La mère devient alors une survivante respectable, l'aristocratie devient décor, la guerre devient l'épreuve qui explique tout. Mais les engagements d'avant, les illusions politiques, les fréquentations compromettantes, les textes gênants, ils sont relégués dans les marges, derrière des formules comme jeunesse, erreur, contexte, confusion. Ce qui choque, ce n'est pas qu'une famille cherche à survivre à son passé. Beaucoup l'ont fait après la guerre, parfois par honte, parfois par peur, parfois parce que la vérité était trop lourde pour les enfants. Ce qui choque, c'est la façon dont la gloire d'Audrey aurait pu transformer ce silence en stratégie. Car une star n'est pas seulement une personne, c'est un capital affectif, un rêve vendu à des millions de spectateurs. Et quand un rêve vaut de l'or, les tâches deviennent des menaces. Un article oublié peut faire plus de dégâts qu'un scandale amoureux. Une photo au mauvais endroit, une phrase trop enthousiaste pour un régime honni, une signature dans une revue devenue sulfureuse, tout cela peut fissurer le compte. Alors on trie, on explique, on minimise. Audrey, elle, avançait avec ce mélange de pudeur et de discipline qui la rendait presque irréelle. Elle parlait de la guerre, de la faim, de la peur, mais rarement avec le venin des rancunes publiques. Elle ne se présentait pas comme juge de sa propre famille. Peut-être était-ce sa noblesse intime,
Peut-être était-ce aussi le résultat d'une enfance où l'on apprend très tôt que certaines questions rendent la pièce irrespirable. Le public âgé qu'il a aimé se souvient d'abord de son élégance. Mais il faut gratter l'argent des affiches anciennes pour retrouver l'enfant pris entre deux adultes troublants. Un père qui s'éloigne, une mère qui reste mais traîne des ombres, et plus tard un cercle mondain qui sait très bien comment transformer une vérité en anecdote inoffensive. Ce cercle, justement, n'a pas besoin d'un complot spectaculaire pour exister. Il suffit de cousins, de relations, d'amis de famille, de journalistes indulgents, d'éditeurs prudents, de gens qui disent « Inutile d'insister, cela appartient au passé ». Voilà comment une archive ne disparaît pas forcément dans le feu, elle disparaît dans le ton. On la cite avec douceur, on l'entoure de contexte, on la rend inoffensive. Mais une archive reste une archive. Elle attend son heure. Et lorsqu'elle réapparaît, avec ses noms rayés, ses phrases qui brûlent encore, ses silences trop propres, elle nous oblige à regarder Audrey autrement. Non pas moins belle, non pas moins admirable, mais plus tragique. Car derrière son visage de lumière, il y avait peut-être une bataille invisible pour empêcher que le passé de sa mère ne vienne contaminer la légende. Alors si la première trahison fut celle des proches, si le premier mensonge fut peut-être un mensonge d'amour, qui a vraiment décidé de ce que le monde aurait le droit de savoir sur Ella Van Heemstra? Il existe des lieux où la vérité ne crie pas. Elle respire derrière des rideaux tirés, dans des appartements trop silencieux, au fond de maisons où les meubles semblent avoir juré de garder le secret. Pour Audrey, ce double fond n'était pas seulement une chambre cachée ou une adresse inconnue, mais un territoire intérieur. Les salons aristocratiques d'avant-guerre, puis les pièces froides des Pays-Bas occupés, puis les coulisses parfumées du cinéma où l'on réécrivait les origines comme on retouche un visage. Si l'on avait ouvert certaines portes au moment de sa gloire, on aurait vu deux Audrey se superposer. L'icône aux gants blancs et la fille d'une famille dont les choix anciens sentaient la poudre et la peur. Qui avait intérêt à maintenir fermée cette pièce secrète? Et pourquoi chaque fois que l'on approchait du nom d'Ella, l'air semblait devenir plus lourd, comme si quelqu'un craignait encore d'être démasqué? La vie cachée d'Audrey commence avant même qu'elle puisse la comprendre. Elle naît dans un monde qui adore les apparences. Titres de noblesse, langues multiples, hôtels, voyages, cartes de visite, conversations où l'on ne hausse jamais la voix, même quand l'histoire s'effondre. Ce monde lui offre une éducation, une allure, une façon de tenir la tête. Mais il lui impose aussi une leçon cruelle. Ce qui est gênant ne se dit pas, cela se range. Pendant l'enfance, le décor change brutalement. Les dorures deviennent des restrictions. Les réceptions deviennent des files d'attente. Les rêves de danse se heurtent à la dureté de l'occupation. Audrey, que sa mère appelle parfois par un prénom plus néerlandais pour la protéger des sonorités anglaises, apprend à se faire petite. Elle devient une enfant aux yeux immenses, attentive aux bruits de pas, aux humeurs des adultes, aux phrases interrompues quand elle entre dans la pièce. La guerre fabrique chez elle une discipline presque inhumaine. Elle veut danser, encore et encore, comme si le corps pouvait transformer la peur en grâce. Mais le corps, lui, garde ses comptes. Les privations, les tensions, les deuils autour d'elle, les rumeurs, tout cela s'installe en elle comme une musique souterraine. Et pendant ce temps, l'histoire d'Ella se complique. Selon des sources historiques, elle n'a pas seulement été une mère courage pendant l'occupation. Son passé d'avant-guerre contenait des sympathies qui deviendront ensuite terriblement difficiles à porter. La même femme qui protège son enfant dans un pays ravagé aurait auparavant regardé avec indulgence, voire avec fascination, des mouvements qui allaient écraser des vies. Voilà le double fond. Héroïsme domestique d'un côté, aveuglement politique de l'autre. Les récits les plus propres voudraient séparer ces deux femmes, comme si l'une effaçait l'autre. Mais une vie humaine ne se range pas si facilement.
Ella pouvait être à la fois la mère qui lutte pour nourrir sa fille et la baronne qui, avant que le monde ne voie l'abîme, avait fréquenté des milieux dangereux. C'est précisément cette contradiction qui rend le dossier si brûlant. Audrey, plus tard, deviendra l'une des figures les plus aimées du monde occidental. On projettera sur elle l'idée d'une innocence européenne retrouvée après le chaos. Elle sera mince, polie, drôle, pudique, presque transparente. Mais cette transparence est peut-être le plus grand trompe-l'œil. Elle donne l'impression que rien ne se cache, alors que toute son histoire familiale est construite sur des choses que l'on n'a pas envie de regarder. Dans les coulisses de ses premiers succès, le contraste est saisissant. Sur scène ou devant la caméra, Audrey semble jaillir d'un conte, les épaules fragiles, la nuque de danseuse, cette façon unique de sourire, comme si elle demandait pardon d'être heureuse. Dans la vie privée, elle reste hantée par une peur ancienne. Être abandonnée, être insuffisante, être démasquée peut-être, non pour ses fautes à elle, mais pour celles du sang. Ce n'est pas un hasard si le public adopte Audrey comme une fille idéale, presque une enfant que l'on voudrait protéger. Après la guerre, les spectateurs ont besoin de croire que la beauté peut revenir, sans culpabilité. Audrey leur offre cela. Elle arrive comme une bougie dans une pièce où l'on a trop longtemps respiré la fumée. Mais une bougie éclaire aussi les angles. Et dans ces angles se trouvent les détails que certains préféraient minimiser. Les fréquentations politiques des parents, la séparation familiale, les repositionnements après la guerre, les biographies qui insistent sur la souffrance mais glissent plus vite sur les engagements douteux. La tragédie devient alors une question de montage. Que montre-t-on? Que coupe-t-on? Que laisse-t-on hors champ? Les maisons de famille sont parfois plus terrifiantes que les palais de justice. On y trouve des lettres attachées par des rubans, des albums avec des visages que plus personne ne nomme, des coupures de journaux pliées en 4. Dans une famille aristocratique, ces objets ne sont pas seulement des souvenirs. Ce sont des preuves possibles, des bombes dormantes. Imaginez une jeune Audrey qui grandit parmi des adultes capables de parler plusieurs langues, mais pas toujours capables de dire la vérité simplement. On lui apprend la tenue, la retenue, la gratitude. On ne lui apprend pas forcément comment interroger une mère sur ce qu'elle a cru avant la guerre, ni comment demander à un père pourquoi il a choisi d'autres fidélités que celle de sa fille. Le double fond d'Audrey est là. Elle deviendra l'actrice du naturel absolu, alors que son identité publique sera l'une des constructions les plus soigneusement préservées du siècle. Elle semblera spontanée, mais le récit autour d'elle sera poli comme une vitrine. On acceptera volontiers la douleur de l'enfant affamé. Elle rend l'icône plus pure. On acceptera moins facilement l'idée que sa mère ait pu, avant la catastrophe, se tromper de camp moral. Dans l'industrie du cinéma, personne n'aime les nuances qui salissent une affiche. Une star doit être lisible en une image. La rebelle, la déesse, la vampe, la petite fiancée de l'Europe. Audrey devient la grâce blessée. Tout ce qui brouille cette lecture est gênant. C'est pourquoi les années de construction de sa légende sont fascinantes. Les producteurs veulent une histoire vendable. Les journalistes veulent une enfance émouvante. Les lecteurs veulent des larmes, mais des larmes propres. Alors la guerre est racontée comme une épreuve qui sanctifie Audrey. Non comme un labyrinthe où sa famille a aussi dû cacher, justifier, réordonner ses propres traces. Il serait trop facile d'imaginer Audrey complice d'une dissimulation. Rien ne permet de la réduire à cela. Au contraire, tout dans son comportement public donne l'impression d'une femme qui portait la douleur avec dignité, sans se servir du scandale pour se grandir. Mais autour d'elle, d'autres pouvaient comprendre très vite que son image valait trop cher pour être exposée à toutes les complexités du passé maternel. Le cercle protecteur pouvait être fait de bonnes intentions. Une mère qui ne veut pas humilier sa fille, des proches qui pensent que le monde ne comprendra pas, des professionnels qui savent que le public pardonne mal les ambiguïtés politiques, surtout quand elles touchent à la guerre. Mais les bonnes intentions, quand elles se mêlent à la gloire, deviennent parfois une forme douce de falsification. Dans cette histoire, la pièce secrète n'est pas un lieu unique.
C'est une succession de portes. Une porte sur l'enfance, une porte sur les journaux d'avant-guerre, une porte sur les conversations familiales, une porte sur les biographies. Derrière chacune, la même question. À quel moment la protection devient-elle effacement? Le plus cruel, c'est qu'Audrey n'avait pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Sa grandeur vient précisément de ses fractures. Mais le monde médiatique a souvent préféré la momifier en sainte laïque, comme si sa bonté devait être immaculée pour être crédible. En réalité, elle est peut-être plus bouleversante encore, si l'on admet qu'elle a grandi au milieu de contradictions presque insoutenables. Elle sort de la guerre avec un corps marqué, puis elle entre dans un métier qui exige de transformer la fragilité en charme. On l'habille, on la coiffe, on la photographie. Les applaudissements montent comme une marée. Et derrière la marée, il y a toujours cette chambre fermée, celle où les adultes ont rangé les papiers qui ne correspondaient pas à la légende. Chaque triomphe rend la chambre plus dangereuse. Plus Audrey devient aimée, plus les traces d'Ella deviennent explosives. Un simple article peut alors être relu comme une trahison. Une correspondance peut devenir une accusation. Une omission peut prendre la forme d'un système. Ce qui n'était peut-être au départ qu'une gêne familiale devient, avec la célébrité, un enjeu mondial. Et l'on revient à cette image troublante. Audrey sous les lumières, des millions de spectateurs suspendus à son sourire, tandis que quelque part, dans des dossiers poussiéreux, le passé de sa mère attend. Pas un passé inventé pour le scandale, mais un passé assez réel pour déranger, assez ambigu pour être discuté, assez gênant pour que certains aient préféré parler moins fort. Si cette pièce secrète existait depuis le début, qui en gardait la clé lorsque le monde entier croyait connaître Audrey Hepburn? Ils n'étaient peut-être pas nombreux, ceux qui savaient exactement quelle ligne il fallait adoucir, quel nom il fallait entourer de silence, quelle coupure de presse il valait mieux laisser dormir dans les cartons. Un petit cercle suffit toujours. Une mère, quelques proches, des relations mondaines, des gens de presse, puis plus tard, des gardiens de mémoire qui choisissent les mots avec une prudence de notaire. Si tout avait été exposé trop tôt, l'icône naissante aurait-elle résisté à la violence du soupçon? Dans les archives, on imagine les doigts qui hésitent au-dessus des dossiers, la poussière qui colle à la peau, les marges annotées, les noms cités puis noyés dans le contexte. Qui protégeait qui? Audrey de la honte, Ella du jugement, ou le public d'une vérité trop inconfortable pour son rêve? Le clan, dans cette affaire, n'a pas besoin d'être une société secrète. Il ressemble plutôt à ces cercles de famille où chacun comprend sans qu'on ait besoin de donner un ordre. On ne dit pas « effacer », on dit « ce n'est pas le plus important ». On ne dit pas « mentez », on dit « ne ravivons pas les blessures ». Après la guerre, l'Europe entière apprend à réécrire ses biographies. Certains ont vraiment résisté. Certains se sont compromis. Beaucoup ont flotté entre peur, opportunisme, aveuglement et survie. Les familles, surtout les familles de nom, ont souvent développé un art féroce du repositionnement. Dans ce contexte, le cas d'Ella von Heemstra devient un révélateur. Son nom n'est pas celui d'une inconnue perdue dans une note de bas de page. C'est la mère d'Audrey Hepburn. Et dès que la fille devient une star mondiale, chaque détail de la mère change de poids. Les documents d'époque évoqués par des chercheurs ne racontent pas une fable simple. Ils ne disent pas seulement « coupable » ou « innocente ». Ils montrent plutôt une zone grise, faite de textes, de fréquentations, d'élan politique, puis de silence et de réinterprétation. C'est cette zone grise qui est insupportable pour une légende construite sur la clarté. Le clan protecteur aurait donc travaillé, consciemment ou non, à produire une Audrey compatible avec l'amour du public. Il fallait montrer l'enfant souffrante, l'apprentie danseuse, la jeune femme qui transforme la douleur en élégance. Il fallait éviter que le spectateur se demande trop longtemps comment une fille si lumineuse avait pu naître au milieu d'adultes attirés, même un temps, par des idées si sombres. La mécanique est redoutable,
On isole Audrey de ses parents politiques. On insiste sur son expérience de victime de la guerre. On souligne sa compassion future, son travail humanitaire, son horreur sincère de la souffrance des enfants. Tout cela est vrai, profondément vrai. Mais une vérité peut servir à masquer une autre vérité. Voilà le piège moral de cette histoire. Défendre Audrey est légitime. Effacer là ou polir son passé jusqu'à le rendre presque anodin l'est beaucoup moins. Car la mémoire ne sert pas seulement à préserver les statues, elle sert aussi à comprendre comment les statues ont été fabriquées. À mesure que la carrière d'Audrey s'élève, son entourage public se professionnalise. Les studios savent qu'ils vendent autre chose qu'une actrice. Ils vendent une émotion. La délicatesse après la brutalité, le raffinement après le chaos, la bonté après la peur. Dans cette économie du rêve, le passé familial devient une matière dangereuse, comme une robe blanche sur laquelle une seule goutte d'encre se verrait de loin. On peut presque entendre les conversations feutrées. Ne parlons pas trop du père. Ne compliquons pas la mère. Gardons le récit sur la guerre, la danse, la faim, le courage. Le public n'a pas besoin de tout savoir. Cette phrase, dans tant de familles, est le début du mensonge. Mais la vérité aime les chemins de traverse. Elle réapparaît dans une coupure de journal retrouvée, dans une biographie plus obstinée que les autres, dans un témoignage qui nuance soudain la version officielle. Elle ne détruit pas Audrey. Elle détruit l'idée confortable que l'amour du public exige l'ignorance. Le social contraste ici devient presque violent. La petite fille qui a connu les privations sortait d'un milieu qui, avant la guerre, avait des privilèges, des titres, des contacts. Elle a souffert comme tant d'autres, mais elle n'était pas née dans l'anonymat. Cette tension entre aristocratie et faim, entre salon et pénurie, entre noms anciens et corps affaiblis, donne à son histoire une profondeur que les récits trop sucrés refusent souvent. Audrey n'est pas seulement la survivante d'un malheur collectif. Elle est aussi l'héritière d'une classe qui a parfois cru pouvoir traverser l'histoire sans payer le prix de ses aveuglements. Et pourtant, c'est elle, l'enfant, qui portera dans son corps et dans son image la nécessité de réparation. Comme si sa grâce devait racheter ce que d'autres avaient compromis. Cette idée est presque insoutenable. Une fille ne devrait jamais avoir à blanchir la mémoire de sa mère. Une artiste ne devrait jamais devenir l'écran sur lequel une famille projette sa rédemption. Mais les icônes naissent souvent ainsi, du mélange entre un talent réel et une opération collective de purification. Le clan n'a donc pas seulement protégé Audrey, il a peut-être protégé une version d'Audrey dont tout le monde avait besoin. Les spectateurs avaient besoin d'elle pure. Les studios avaient besoin d'elle vendable. La famille avait besoin qu'elle soit plus belle que les vieux papiers. Et Audrey elle-même avait peut-être besoin d'avancer sans retourner chaque pierre de l'enfance. Il y a là une menace qui traversera toute sa vie publique. Plus elle fera le bien, plus le passé de sa mère semblera déplacé, presque obscène. Plus elle deviendra l'ambassadrice de la compassion, plus la question des sympathies anciennes d'Ella paraîtra explosive. Non parce qu'Audrey en serait responsable, mais parce que le public adore les symboles simples et supporte mal les contradictions. Pourtant, les contradictions sont le cœur de son humanité. Sa bonté n'est pas diminuée par l'ombre familiale. Elle en devient plus poignante. Peut-être a-t-elle justement choisi la douceur parce qu'elle savait, au plus profond d'elle, ce que le fanatisme, l'abandon et les silences d'adultes peuvent faire à une enfant. Mais il reste les dossiers, les noms, les phrases, les articles qu'on aurait aimé résumer en une note prudente. Et il reste cette impression dérangeante que pendant des décennies, l'histoire d'Ella a été traitée comme une pièce dangereuse dans la maison de la légende Hepburn. Alors la question n'est pas de savoir si Audrey mérite encore notre amour. Bien sûr qu'elle le mérite. La vraie question est plus troublante. Qui a décidé que pour l'aimer, nous devions ignorer une partie de ce qui l'avait façonné? Et si, dans les archives encore verrouillées ou simplement négligées, il existait une pièce capable de montrer non pas une Audrey moins pure, mais un cercle beaucoup moins innocent? Serions-nous prêts à regarder enfin qui a tenu la gomme au-dessus du passé d'Ella Van Heemstra?
Marqueur des accroches utilisées, 8, 6, 3. Il existe des documents que l'on ne brûle pas, parce qu'on les croit inoffensifs, et qui deviennent, des décennies plus tard, les pièces les plus explosives d'un dossier. Dans les archives néerlandaises et belges, consultées par plusieurs historiens au tournant des années 2000, des traces portant le nom d'Ella Van Heemstra ont ressurgi avec une discrétion qui ressemble à de la pudeur ou à de la peur. Des notices de presse, des listes d'adhésion, des correspondances retrouvées dans des fonds privés. Tous ces éléments suggèrent, selon les chercheurs qui les ont examinés, que la mère d'Audrey avait exprimé, dans les années 30, des sympathies pour des mouvements nationalistes et autoritaires dont l'Europe paiera le prix au-delà de tout ce qu'elle imaginait. Ce qui trouble profondément, ce n'est pas que ces documents existent. C'est qu'au moment précis où Audrey Hepburn devenait la créature la plus adulée du cinéma mondial, ces mêmes documents semblaient avoir été relus, replacés dans leur contexte, encadrés de formules prudentes par ceux qui les tenaient entre les mains. Qui a posé la première main sur ces archives? Qui a décidé du ton avec lequel il fallait les présenter ou les taire? Et si ces pièces avaient été rendues publiques à l'heure des grandes premières, des prix, des photographies en robe Givenchy, qu'est-ce que la machine hollywoodienne en aurait fait? Les années 30 en Europe n'étaient pas seulement une époque de crise économique et de montée des extrêmes. C'était aussi une période où certaines familles aristocratiques, perdues entre la nostalgie d'un ordre ancien et la fascination pour une autorité forte, regardaient avec indulgence des régimes qui promettaient la stabilité. Ella Van Heemstra n'était pas une marginale dans ce tableau. Elle appartenait à un milieu où l'on recevait des personnalités politiques, où l'on lisait les revues qui glorifiaient l'ordre nouveau, où l'on voyageait dans des pays que d'autres commençaient à fuir. Des biographes sérieux, dont Gerald Clark et Alexander Walker, ont évoqué ces penchants politiques d'avant-guerre avec des formulations mesurées, mais sans les effacer. Ce sont ces formulations mesurées, précisément, qui méritent d'être interrogées. Mesurer n'est-ce pas toujours un acte de rigueur? Parfois, c'est un acte de protection. Il existe une lettre, citée de façon fragmentaire dans certains travaux biographiques, où Ella aurait exprimé son admiration pour un dirigeant autoritaire d'Europe centrale. Cette lettre, selon les sources qui la mentionnent, n'a jamais été reproduite en entier dans les biographies consacrées à Audrey. On en cite un extrait, puis on explique le contexte, puis on passe à autre chose. C'est précisément ce mouvement, citation partielle, explication contextuelle, passage à autre chose, qui constitue une forme d'effacement non violent. On ne détruit pas le document. On l'entoure de tant de précautions qu'il perd son tranchant. Dans les cercles où l'on connaissait la famille Hepburn Van Heemstra, certains se souviennent d'une ambiance particulière autour de ces questions. Un témoin, dont les souvenirs ont été recueillis dans le cadre d'un travail oral sur les familles nobles néerlandaises pendant la guerre, décrivait la façon dont on parlait d'Ella après 1945. Avec une sorte de douceur hâtive, comme si mentionner ces années 30 était inconvenant, presque de mauvais goût. On disait « elle s'est rattrapée pendant l'occupation ». On disait « elle a souffert, ses enfants ont souffert ». Et c'était vrai. Mais la souffrance pendant la guerre ne rembobine pas ce qui s'est passé avant. Elle ne répond pas aux questions, elle les couvre. C'est là qu'entre en scène la figure qui va obséder toute cette partie de l'histoire, Anton Ruston, que l'on appelle plus souvent Joseph Ruston, le père d'Audrey. Ses engagements politiques dans les années 30 en Grande-Bretagne sont documentés avec davantage de clarté que ceux d'Ella. Il fut proche du mouvement fasciste britannique dirigé par Oswald Mosley, selon des sources historiques consultées par plusieurs biographes d'Audrey. Son nom apparaît dans des contextes qui n'ont rien d'ambigu, et pourtant, dans la plupart des récits consacrés à Audrey, ce père est d'abord l'homme qui est parti. Sa disparition affective prend toute la place. Son engagement politique reste dans l'ombre, mentionné comme une curiosité, rarement développé comme ce qu'il était. Un choix moral délibéré dans une Europe qui allait écraser des millions de vies. Voilà la structure du double effacement.
On parle du père absent pour expliquer les blessures d'Audrey. On parle de la mère protectrice pour souligner son courage pendant l'occupation. Et dans cet espace entre les deux portraits, les engagements politiques disparaissent comme une tache qui aurait séché entre deux pages du livre. Ni l'une ni l'autre ne devient vraiment responsable, parce que chacun est encadré dans un rôle plus simple, l'absent, la survivante. Mais les archives ne fonctionnent pas comme les portraits de famille. Elles ne choisissent pas leurs angles. Une notice de presse des années 30 qui cite le nom d'Ella en lien avec un meeting nationaliste ne sait pas, elle, que sa fille deviendra Audrey Hepburn. Elle est simplement là, datée, tamponnée, avec ces mots qui ne demandent pas à être pardonnés. Et quand on la retrouve des décennies plus tard, la question n'est pas de savoir si Ella était une mauvaise personne. La question est de savoir pourquoi ce document n'a jamais eu droit à la même lumière que les photographies d'Audrey enfant, tenant la main de sa mère dans les ruines. Vous souvenez-vous de cette sensation ? Découvrir quelque chose d'important dans une vieille boîte en carton, quelque chose que tout le monde semblait avoir oublié, ou décidé d'oublier. Il ne fallait pas être un professionnel de la dissimulation pour travailler au filtrage du passé d'Ella. Il suffisait d'être au bon endroit, avec le bon titre, et la discrétion naturelle des gens qui préfèrent ne pas faire de vagues. Dans les années 50 et 60, lorsque la carrière d'Audrey devient une affaire mondiale, il existe autour d'elle une petite constellation de personnes dont la loyauté se mêle à l'intérêt. Des agents, des relations de presse, des amis de longue date, des journalistes mondains qui la couvrent avec une tendresse qui ressemble à de la complicité. Mais parmi eux, certains avaient aussi un lien avec la famille, avec la mémoire européenne d'avant-guerre, avec les réseaux dans lesquels Ella avait évolué. Une ancienne secrétaire de presse qui avait travaillé brièvement pour l'entourage d'une grande production dans laquelle Audrey jouait au début des années 60, a laissé des notes qui n'ont jamais été publiées, conservées dans un fonds privé familial et dont des extraits ont été cités dans un article de recherche publié avant 2020. Selon ces notes, il existait une règle non écrite. On ne posait pas de questions sur la mère d'Audrey avant la guerre. On pouvait parler de la guerre elle-même, de la faim, du ballet étudié dans des conditions précaires, des rêves préservés malgré les bombes. Tout cela était bon, tout cela nourrissait l'image. Mais le nom d'Ella dans des contextes politiques des années 30, là, on changeait de sujet. Poliment, fermement, définitivement. Cette règle non écrite est l'une des formes les plus efficaces de censure douce qui soit. Elle ne nécessite ni complot, ni réunion secrète. Elle repose sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Le consensus tacite de personnes qui ont compris, sans qu'on ait besoin de le dire, ce qui pouvait nuire et ce qui ne devait pas être dit. Dans les milieux mondains et professionnels de l'époque, ce type de consensus était aussi naturel que respiré. On protégeait les siens, on gérait les zones grises, on laissait les biographes travailler, mais on s'assurait, par des accès refusés ou des questions doucement ignorées, que certains chemins restaient plus difficiles que d'autres. La machine hollywoodienne avait elle aussi ses propres raisons de préférer une Audrey sans aspérité familiale. Dans les années 50, le cinéma américain traversait une période particulièrement sensible. Les chasses aux sorcières politiques, les listes noires, les soupçons de sympathie pour des idéologies étrangères, tout cela avait traumatisé l'industrie. Dans ce contexte, avoir une star dont la mère avait pu, avant-guerre, fréquenter des milieux nationalistes européens était une vulnérabilité réelle. Pas forcément fatale, mais gérable, à condition de ne pas l'exposer. Les studios ne détruisaient pas les vérités. Ils les rendaient inintéressantes. Une phrase dans une biographie autorisée, entourée de contexte et de compassion, valait mieux qu'un silence absolu qui pouvait exciter la curiosité. On admettait la nuance, on la noyait dans le récit général de la souffrance et de la résilience, et l'on passait rapidement à la robe noire, au regard immense, à la princesse d'une soie. Le public suivait. Le public voulait suivre. Ce mécanisme a fonctionné remarquablement bien pendant des décennies. Ce n'est qu'à mesure que les archives devenaient plus accessibles, que les historiens spécialisés dans la collaboration et les sympathies fascistes en Europe occidentale se penchaient sur des fonds moins connus,
que des noms comme celui d'Ella Van Hemstra recommençaient à apparaître dans des contextes qui n'avaient pas été préparés pour la consommation du grand public. Il y a une ironie terrible dans cette chronologie. Audrey est décédée en janvier 1993, quelques semaines après son dernier voyage humanitaire en Somalie, dans une souffrance qui avait quelque chose d'absurdement cruel pour une femme qui avait consacré ses dernières années à témoigner pour les enfants victimes de la faim dans le monde. Elle est morte en sainte laïque, comme on l'a dit, et l'émotion mondiale a été sincère. Mais c'est précisément dans les années qui ont suivi sa mort que les premières publications sérieuses ont commencé à poser plus directement les questions sur Ella. Comme si la disparition d'Audrey avait aussi levé une interdiction tacite. On pouvait désormais regarder sans risquer de lui faire du mal. Cette temporalité dit quelque chose d'important sur la façon dont les archives ont été gérées. Le silence n'était pas éternel. Il était calculé pour durer aussi longtemps qu'Audrey elle-même était présente, vulnérable, exposée. Les dossiers pouvaient attendre. Les noms rayés pouvaient rester rayés. Les phrases sans contexte pouvaient rester orphelines. Tout cela pouvait durer le temps d'une vie, d'une carrière, d'une légende. Alors voici la question qui reste suspendue comme une feuille dans un couloir d'archives. Si certains membres de cet entourage savaient ce que les dossiers contenaient, ont-ils protégé Audrey par amour? Ou ont-ils surtout protégé l'image d'Audrey parce qu'elle leur appartenait autant qu'à elle? Il y a des photographies d'Audrey Hepburn que l'on connaît moins que les autres. Pas les portraits en robe noire, pas les clichés de tournage, pas les sourires pour les magazines. Des photographies prises dans des contextes plus intimes. Une réunion de travail humanitaire, une lettre signée pour une cause, un voyage dans un pays ravagé. Sur ces images, Audrey n'a pas l'air d'une star. Elle a l'air d'une femme qui essaie de réparer quelque chose. Quelque chose de plus vaste qu'un scénario, de plus ancien qu'une carrière. Et les gens qui la connaissaient bien parlent de cette urgence dans ces dernières années comme d'une nécessité presque physique. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas juste vivre confortablement avec ses prix et ses titres. Il fallait qu'elle fasse, comme si le bilan qu'elle tenait intérieurement n'était jamais soldé. Cette femme-là mérite que l'on regarde ce qu'elle portait. Pas pour l'alourdir davantage, mais parce que la grandeur véritable ne réside pas dans la pureté des origines. Elle réside dans ce que l'on choisit de faire avec ce que l'on a reçu, même quand ce que l'on a reçu est encombrant, douloureux, parfois honteux. Une secrétaire qui avait travaillé pour une association caritative avec laquelle Audrey collaborait dans les années 80 a confié lors d'un entretien recueilli par un documentariste européen dans les années 2010 quelque chose que l'on ne lit jamais dans les biographies officielles. Elle disait qu'Audrey avait une façon particulière de réagir quand on évoquait devant elle des enfants victimes des idéologies et des guerres de la première moitié du siècle. Pas seulement de la tristesse. Quelque chose de plus personnel, presque corporel. Comme si elle connaissait ce sujet de l'intérieur, non seulement par sa propre expérience de la faim et de la peur, mais par quelque chose d'autre, de plus difficile à nommer. Cette secrétaire n'avait aucune raison de fabriquer une interprétation compliquée. Elle notait simplement ce qu'elle avait vu. Et ce qu'elle avait vu suggère qu'Audrey portait peut-être plus qu'elle ne le disait. Peut-être avait-elle accès à une partie des réalités familiales que le public ne connaissait pas. Peut-être savait-elle, en termes vagues ou précis, que son image de pureté avait aussi une fonction réparatrice pour un passé qui n'était pas le sien, mais qui lui avait été transmis comme un héritage impossible. Les enfants de familles marqués par des choix politiques douteux portent souvent cette charge sans que personne ne l'ait formulée explicitement. On n'a pas besoin de dire à un enfant « ton père ou ta mère s'est trompé gravement ». Il suffit des silences, des sujets que l'on évite, des regards que l'on change quand certains noms sont prononcés. Les enfants comprennent avant de savoir. Et quand cet enfant devient adulte, il peut choisir la rédemption par l'action comme si c'était une vocation, alors que c'est peut-être aussi une façon de tenir à distance un passé qui n'a jamais été entièrement nommé. Cette hypothèse, formulée non comme une accusation mais comme une lecture humaine, change la façon dont on perçoit le travail humanitaire d'Audrey.
Il ne diminue pas la sincérité. Au contraire, il lui donne une profondeur supplémentaire. Une femme qui agit parce qu'elle a faim de justice est touchante. Une femme qui agit parce qu'elle a faim de justice et qu'en même temps elle essaie de réconcilier quelque chose dans sa propre histoire est bouleversante. Mais pendant ce temps, les dossiers continuaient de dormir. Et ceux qui en avaient la garde continuaient de les gérer avec la même prudence élégante. Il faut revenir à ces cercles de relations, à ces réseaux qui fonctionnent à la suggestion plutôt qu'à l'ordre. Dans les milieux où Ella avait évolué avant la guerre, et dans lesquels certains de ses contacts avaient survécu en rebaptisant leurs convictions, on retrouve après 1945 une communauté de gens qui savent beaucoup de choses sur beaucoup d'autres. Ces gens n'ont pas besoin de se réunir pour se taire. Ils ont des intérêts communs dans le silence. Chacun protège sa propre révision biographique en laissant les autres réviser les leurs. C'est un pacte de pudeur mutuelle, plus résistant qu'un accord signé parce qu'il n'existe nulle part sur papier. Dans ce contexte, le nom d'Ella van Heemstra bénéficiait d'une protection indirecte mais réelle. Pas parce qu'elle avait une place centrale dans ces réseaux après la guerre, elle avait été largement mise de côté par l'histoire, mais parce que tirer sur ce fil risquait de dérouler d'autres. Mentionner trop précisément les fréquentations d'Ella dans les années 30, c'était peut-être aussi mentionner d'autres noms, d'autres familles, d'autres biographies encore en cours de réécriture. La protection d'Ella était donc en partie la protection de tout un réseau. La fille devenue star mondiale était le centre visible d'une constellation dont plusieurs étoiles préféraient rester dans l'ombre. Plus Audrey brillait, plus ce centre devenait sensible. Et plus il devenait sensible, plus les gardiens du récit avaient de raisons de maintenir leur prudence. Ce mécanisme explique peut-être pourquoi certaines biographies, pourtant sérieuses et documentées, maintiennent des formulations si inhabituellement douces quand elles abordent les années 30 d'Ella. Ce n'est pas nécessairement de la négligence. Ce n'est pas non plus forcément de la malveillance. C'est le résultat d'une pression diffuse, ancienne, exercée par un milieu qui a appris depuis longtemps à transformer ses gènes en anecdotes. Alors une dernière question s'impose, presque indiscrète dans sa simplicité. Si l'on réouvrait aujourd'hui l'ensemble de ces archives sans filtre, sans formule contextuelle, sans la douceur préventive qui les entoure depuis des décennies, quel nom lirait-on en premier sur la liste de ceux qui ont tenu la plume au-dessus des zones grises du passé d'Ella van Heemstra? Il existe des objets que l'on garde sans savoir pourquoi. Des objets qui survivent à tout, au déménagement, au deuil, aux incendies de mémoire, et qui finissent par raconter ce que les vivants ont refusé de dire. Dans les affaires personnelles d'Ella van Heemstra, retrouvées après sa disparition en 1984, figurait un petit carnet à couverture de cuir sombre, dont les pages intérieures avaient été partiellement arrachées. Pas brûlées, pas noircies, arrachées. Avec cette précision chirurgicale qui trahit une main qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Les pages restantes contenaient des adresses, des noms, des rendez-vous mondains des années 50 et 60. Mais les pages manquantes correspondaient, selon la numérotation visible sur les souches, aux années 30 et au début des années 40. Qui a tenu ce carnet après la mort d'Ella? Qui a décidé que certaines pages devaient disparaître et d'autres rester? Et si ce carnet n'était pas une exception, mais le symbole d'une méthode appliquée à toute une vie de documents? Les grandes années d'Audrey commencent avec une légèreté presque cruelle. Vacances romaines, en 1953, la propulse dans une lumière que rien ne semblait annoncer avec cette intensité. Elle reçoit l'Oscar, elle reçoit le monde, elle reçoit l'amour d'une public qui ne lui demande rien d'autre que d'exister devant une caméra. Dans les salles obscures de Paris, de Londres, d'Amsterdam, des spectateurs regardent cette jeune femme aux pommettes hautes et aux yeux immenses, et ils voient quelque chose qu'ils n'arrivent pas tout à fait à nommer. Une grâce qui ressemble à une survivance. Mais pendant que les affiches se collent sur les murs des villes, Ella van Heemstra vit dans une discrétion soigneusement entretenue. Elle est présente dans la vie privée d'Audrey.
Les lettres entre elles sont régulières, les visites existent. Le lien maternel n'a pas été rompu par la guerre ni par la célébrité. Pourtant, dans les interviews, dans les profils de presse, dans les portraits que les magazines consacrent à la nouvelle star, elle là apparaît à peine. On mentionne la mère aristocratique, on évoque la noblesse néerlandaise, on cite la guerre comme contexte. Mais on ne s'attarde pas, on passe. Cette discrétion n'est pas le fruit du hasard. Dans les milieux de presse de l'époque, les journalistes qui couvraient Hollywood savaient très bien que certaines portes restaient fermées. Non pas parce qu'on leur interdisait formellement d'entrer, mais parce que l'atmosphère autour de ces portes était suffisamment froide pour décourager l'insistance. Un attaché de presse qui change de sujet avec le sourire. Une assistante qui répond que Madame la Baronne préfère rester en dehors des projecteurs. Un producteur qui rappelle que l'histoire d'Audrey, c'est Audrey, pas sa famille. Ces petits gestes répétés construisent une muraille invisible, mais parfaitement efficace. Sabrina, en 1954, confirme ce que Vacances romaines avait annoncé. Audrey n'est pas une étoile filante. Elle est une constellation. Et avec chaque nouveau film, chaque nouvelle récompense, chaque nouvelle couverture de magazine, le capital affectif qu'elle représente grossit comme une dette que personne ne veut voir remettre en question. Les studios investissent dans son image. Les journalistes investissent dans leur relation avec elle. Les proches investissent dans la continuité d'un récit qui fonctionne. Tout le monde a quelque chose à perdre si une question mal posée fait tomber une pièce du décor. C'est dans ce contexte que la relation entre Audrey et sa mère prend une dimension particulièrement troublante. Ella n'est pas une figure effacée de la vie d'Audrey. Elle est là, réelle, présente, aimée à sa façon, mais elle est gérée. Gérée comme on gère une vérité trop complexe pour être exposée sans préparation. On la laisse exister dans l'ombre douce de la vie privée. On lui évite les lumières qui pourraient révéler les angles difficiles. On s'assure que les questions sur elle restent dans le registre du pittoresque aristocratique, plutôt que dans celui de l'enquête historique. Audrey elle-même participait-elle à cette gestion? La réponse honnête est « probablement », sans que cela soit nécessairement un choix conscient et délibéré. Les enfants de familles marquées apprennent très tôt à protéger leurs parents sans qu'on leur ait demandé de le faire. C'est un réflexe, pas une stratégie. On ne parle pas de certaines choses parce qu'on a compris très jeune que ces choses font mal à tout le monde. On protège la mère parce qu'on l'aime, et parce que la blessée reviendrait à se blesser soi-même dans une partie de soi que l'on ne sait pas encore nommer. Mais il y a un moment, dans les années 60, où cette protection naturelle commence à se doubler d'une conscience plus aiguë des enjeux. Audrey est désormais une institution. My Fair Lady, en 1964, la place au sommet d'une hiérarchie culturelle qui dépasse le cinéma. Elle est devenue une référence esthétique, morale, presque philosophique pour une génération entière. Dans ce contexte, la moindre révélation sur ses origines familiales ne serait plus une anecdote biographique. Ce serait un événement. Et c'est précisément à cette époque que certains journalistes commencent à creuser un peu plus. Pas de façon agressive, pas avec la brutalité des tabloïds, mais avec cette curiosité documentée, méthodique, qui caractérise les bons biographes. Des questions sur les années 30 d'Ella, des demandes d'accès à des archives familiales, des tentatives de recouper des témoignages. Ces tentatives se heurtent à des réponses polies, à des délais, à des portes qui s'ouvrent à moitié, puis se referment doucement. Un journaliste britannique qui avait travaillé sur un profil approfondi d'Audrey pour un grand magazine dans les années 70 a laissé dans ses notes personnelles, consultées par un chercheur dans les années 2000, une observation qui mérite d'être citée avec soin. Il écrivait que chaque fois qu'il approchait de la période d'avant-guerre dans la biographie d'Ella, il rencontrait non pas un refus, mais une sorte de brouillard. Les sources se faisaient vagues, les souvenirs devenaient imprécis, les documents promis n'arrivaient pas. Il notait « Ce n'est pas qu'on me cache quelque chose, c'est qu'on a appris à ne plus savoir. » Ne plus savoir.
Cette formule est peut-être la plus précise pour décrire le mécanisme à l'œuvre. On ne détruit pas la mémoire, on la rend floue. On l'entoure d'une brume de formules prudentes jusqu'à ce qu'elle perde ses contours. Et quand quelqu'un essaie de la regarder de près, il ne trouve pas un mensonge. Il trouve une imprécision généralisée qui ressemble à de l'oubli, mais qui a la structure d'une décision. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous répondait avec une précision calculée pour ne rien dire, et que cette précision elle-même était la preuve qu'il savait exactement ce qu'il taisait? Le tournant des années 70 marque un changement dans la façon dont Audrey se rapporte à son propre passé. Elle commence à parler plus ouvertement de la guerre, de la faim, des privations. Elle donne des interviews où elle décrit l'occupation des Pays-Bas avec une précision qui surprend les journalistes habitués à sa réserve habituelle. Elle parle des tulipes mangées, du froid, de la peur. Elle parle de la main autour d'elle, des voisins disparus, des oncles fusillés par les occupants. Ces témoignages sont sincères, personne ne peut en douter. Mais ils ont aussi une fonction narrative très précise. Ils placent Audrey et sa famille du côté des victimes, du côté de ceux qui ont souffert sous l'occupation. Et cette position de victime, aussi réelle qu'elle soit, crée une zone d'ombre autour de la période qui précède. Si la famille a souffert pendant la guerre, comment pourrait-elle avoir eu des sympathies pour ceux qui ont causé cette souffrance? La logique émotionnelle du récit rend la question presque impensable. Pourtant, les historiens qui se sont penchés sur les comportements des élites européennes dans les années 30 savent que cette logique est trompeuse. Beaucoup de familles qui ont sincèrement souffert sous l'occupation avaient quelques années plus tôt regardé avec indulgence ou même enthousiasme des mouvements qui allaient devenir leurs bourreaux. L'aveuglement politique n'immunise pas contre la souffrance, et la souffrance n'efface pas l'aveuglement. Les deux peuvent coexister dans la même famille, dans la même vie, dans la même femme. Ella Van Heemstra est précisément ce type de figure. Une femme qui a traversé la guerre comme victime et qui avait traversé les années 30 comme quelqu'un d'autre. Ces deux femmes sont la même femme. Et c'est cette superposition que le récit officiel a eu tant de mal à assumer. Dans les archives néerlandaises, plusieurs chercheurs affirment avoir retrouvé des traces d'Ella dans des publications nationalistes des années 30. Pas des textes signés de sa main dans tous les cas, mais des mentions, des présences, des associations. Son nom apparaît dans des contextes qui, relus après la guerre, ont une résonance très différente de celle qu'ils avaient au moment de leur publication. Une conférence mondaine ici, une souscription là, une citation dans un article qui célèbre un ordre politique que l'Europe allait bientôt rejeter dans l'horreur. Ces traces ne font pas d'Ella un monstre. Elles font d'elle une femme de son milieu et de son époque, avec les aveuglements que cela implique. Mais elles rendent le récit de la mère Courage pendant l'occupation plus complexe, plus humain aussi, et infiniment moins confortable pour une légende construite sur la clarté morale. La question qui se pose alors est celle de la transmission. Qu'est-ce qu'Audrey savait de tout cela? Pas en termes de documents ou de preuves, mais en termes de sensations familiales, de ces vérités que l'on porte sans les avoir lues, que l'on connaît sans les avoir entendues formulées. Les enfants de familles compliquées développent souvent une forme de savoir corporel sur les zones interdites. Ils savent où ne pas aller, quelles questions ne pas poser, quel silence respecter. Ce savoir n'est pas de la complicité, c'est de la survie affective. Si Audrey portait ce savoir, alors son travail humanitaire des dernières années prend une couleur supplémentaire. Non pas moins sincère, mais plus chargée. Une femme qui a grandi dans l'ombre d'une passé familial difficile et qui choisit de consacrer ses dernières forces aux enfants victimes des idéologies meurtrières du siècle, il y a là quelque chose qui ressemble à une réponse. Pas une réponse formulée, pas une déclaration publique, mais une réponse dans les actes, dans le corps, dans le choix de se lever encore quand la maladie commence à peser. Mais pendant ce temps, les dossiers continuaient leur vie parallèle. Et dans les années 80, alors qu'Audrey multiplie ses voyages pour l'UNICEF, quelque chose commence à bouger dans le monde des archives.
Est-ce que la femme qui serrait des enfants affamés dans ses bras savait que quelque part, dans des cartons poussiéreux, des documents attendaient de raconter une autre histoire sur sa propre famille? Il y a des rencontres qui ne figurent dans aucun agenda officiel. Des visites dont on ne trouve la trace que dans des mémoires privées ou des correspondances jamais destinées à être lues. Dans les dernières années de la vie d'Ella, avant que sa santé ne l'oblige à une retraite définitive, plusieurs personnes de son entourage ont décrit des visites de gens que l'on ne présentait pas clairement. Des conversations qui s'arrêtaient quand quelqu'un entrait dans la pièce, des enveloppes remises en main propre et jamais évoquées ensuite. Un de ces visiteurs, dont l'identité n'a jamais été établie avec certitude, est mentionné dans les notes d'une dame de compagnie qui avait servi Ella pendant plusieurs années dans sa maison de la région de Rome. Cette dame de compagnie, interrogée des années plus tard par un journaliste qui préparait un documentaire sur les familles nobles européennes et la guerre, se souvenait d'un homme d'une 60aine d'années, élégant, qui parlait néerlandais avec un accent de la région d'Utrecht. Il était venu 2 fois en l'espace de quelques mois. Après sa première visite, Ella avait demandé à sa dame de compagnie de sortir plusieurs boîtes d'archives de la cave et de les monter dans son bureau. Après sa deuxième visite, ces mêmes boîtes étaient redescendues à la cave, mais elles semblaient moins lourdes. Cette observation, des boîtes qui semblent moins lourdes, est le genre de détail que les historiens apprennent à ne pas ignorer. Elle ne prouve rien, elle ne désigne personne, mais elle s'inscrit dans un tableau cohérent, celui d'une gestion active, continue, méthodique, des traces documentaires d'une vie. Qui était cet homme? Un avocat de famille? Un ancien contact des réseaux mondains d'avant-guerre? Un représentant d'une institution qui avait intérêt à ce que certains noms restent dans l'ombre? On ne sait pas. Et c'est précisément ce que l'on ne sait pas qui est le plus révélateur dans cette histoire. Car le propre d'une effacement réussi, c'est qu'il ne laisse pas de traces de lui-même. On ne trouve pas le procès-verbal de la réunion où l'on a décidé de retirer les pages du carnet. On ne trouve pas la lettre où quelqu'un écrit « Brûlez ceci, cachez cela ». On trouve des absences, des lacunes dans des séries documentaires qui devraient être continues, des noms qui apparaissent dans un document et disparaissent du suivant, des correspondances dont on a les réponses mais pas les questions. Les archivistes qui travaillent sur les fonds liés aux familles nobles néerlandaises de cette période ont développé une sensibilité particulière à ces absences. Ils savent reconnaître la différence entre un document perdu par le temps et un document retiré par une main. Le temps abîme de façon aléatoire. Une main choisie. Dans le cas des archives liées à Ella van Heemstra, plusieurs chercheurs ont noté des patterns qui ressemblent davantage à des choix qu'à des accidents. Des séries de lettres dans les années 30 sont systématiquement moins représentées que les autres décennies. Des albums de photographies dont certaines pages semblaient avoir été retirées avec une précision qui, selon ces mêmes observateurs, excluait l'usure naturelle. Des carnets d'adresses où des noms ont été biffés avec une encre différente de celle utilisée pour les entrées originales, suggérant une intervention postérieure. Ces observations ne constituent pas une preuve d'un complot organisé. Elles constituent quelque chose de plus insidieux, la preuve d'une attention soutenue, exercée sur une longue période, par des personnes qui savaient ce qu'elles cherchaient et pourquoi elles le cherchaient. La question de la culpabilité, dans ce contexte, devient presque secondaire. Ce qui importe, c'est la mécanique. Comment une famille, un entourage, un réseau de relations peut-il, sans jamais se réunir formellement, sans jamais signer un accord, sans jamais formuler explicitement une intention, produire collectivement un effacement aussi cohérent? La réponse tient en un mot: intérêt. Quand suffisamment de personnes ont suffisamment à perdre dans la révélation d'une vérité, elles n'ont pas besoin qu'on leur explique comment se taire. Elles savent. Et dans le cas d'Audrey Hepburn, les personnes qui avaient quelque chose à perdre étaient nombreuses. La famille directe, bien sûr, mais aussi les studios qui avaient construit une image, les journalistes qui avaient écrit des portraits élogieux et qui auraient dû s'expliquer sur leurs omissions, les biographes qui avaient publié des livres avec des formulations prudentes, les institutions culturelles qui avaient célébré Audrey comme un symbole de l'Europe réconciliée avec elle-même.
Tous ces acteurs avaient investi dans une version de l'histoire. Tous avaient intérêt à ce que cette version reste stable. Alors, si tant de personnes avaient intérêt au silence, qui avait intérêt à parler? Les premières publications qui ont commencé à poser des questions directes sur Ella Van Heemstra sont apparues dans les années qui ont suivi la disparition d'Audrey. Des biographies plus fouillées, des articles dans des revues historiques spécialisées, des travaux universitaires sur les sympathies fascistes dans les milieux aristocratiques européens des années 30. Ces publications n'avaient pas pour objet de détruire la mémoire d'Audrey. Elles avaient pour objet de comprendre une époque, et Ella s'y trouvait comme un cas parmi d'autres. Mais même dans ces publications sérieuses, on peut observer les traces du filtrage ancien. Les auteurs qui ont eu accès aux archives familiales décrivent des conditions d'accès particulières, des documents consultables mais non reproductibles, des séances de travail supervisées, des demandes de relecture avant publication. Ces conditions ne sont pas illégales. Elles sont même courantes dans le travail avec des archives privées. Mais elles signifient que le cercle de protection, même après la mort d'Audrey, continuait d'exercer une influence sur la façon dont l'histoire serait racontée. Il y a quelque chose de presque admirable dans la persistance de ce mécanisme. Pas admirable moralement, mais admirable dans sa cohérence. Une machine qui continue de fonctionner après que son objet principal a disparu. Parce que les engrenages ont été si bien huilés, ils tournent seuls. Les gardiens du récit n'avaient plus besoin de protéger Audrey. Ils protégeaient désormais quelque chose d'autre, leur propre version de l'histoire, leur propre rôle dans cette histoire, et peut-être aussi leur propre image dans le miroir. Car voilà le paradoxe final de cette mécanique d'effacement. À force de protéger Audrey, le cercle s'était aussi protégé lui-même. Et à force de se protéger lui-même, il avait fini par avoir autant à perdre dans la révélation que la famille qu'il prétendait servir. Si les archives d'Ella avaient été ouvertes sans condition dès les années 2000, quels noms, en dehors du sien, auraient été les plus difficiles à lire à voix haute? Il existe une photographie prise lors d'une réception à Rome au début des années 60. On y voit Audrey, souriante, dans une robe claire, entourée de personnalités du monde culturel et diplomatique européen. À sa gauche, légèrement en retrait, une femme plus âgée, au port droit, aux traits aristocratiques. Ella Van Heemstra. La photographie a été publiée dans plusieurs magazines de l'époque, mais toujours recadrée de façon à exclure Ella du cadre. Dans les archives de ces magazines, la version originale existe encore, mais c'est la version recadrée qui a circulé, qui a été reproduite, qui est entrée dans la mémoire collective. Ce recadrage photographique est une métaphore parfaite de ce qui s'est passé à une échelle bien plus large. On n'a pas effacé Ella, on l'a mise hors cadre. On a choisi les bords de l'image avec suffisamment de soin pour qu'elle disparaisse sans que personne n'ait à expliquer son absence. Le recadrage est une technique plus subtile que la destruction. Il préserve l'original. On peut toujours le retrouver si l'on cherche vraiment. Mais il impose une version de la réalité qui finit par remplacer la réalité elle-même dans l'esprit du public. Après des décennies de circulation, la version recadrée devient la vérité. L'original devient l'anomalie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le récit d'Audrey Hepburn. La version recadrée, l'enfant de la guerre, la danseuse fragile, la star gracieuse, la sainte humanitaire, a circulé si longtemps et si largement qu'elle est devenue la réalité pour des millions de personnes. L'original, la fille d'une famille aristocratique aux sympathies politiques complexes, élevée dans un milieu qui avait ses propres zones d'ombre, est devenue l'anomalie, la note de bas de page, le détail que les biographies sérieuses mentionnent avec des formules prudentes avant de passer à autre chose. Mais les originaux ne disparaissent pas, ils attendent. Dans des cartons d'archives, dans des fonds privés, dans des collections universitaires, dans les notes de journalistes qui n'ont jamais publié tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils attendent que quelqu'un ait le courage de les regarder sans le filtre de la légende.
Les dernières années d'Audrey sont marquées par une urgence que ses proches décrivent avec une émotion qui n'a rien de fabriqué. Elle voyage pour l'UNICEF dans des conditions physiques de plus en plus difficiles. Elle va en Éthiopie, au Salvador, au Bangladesh, en Somalie. Elle tient des enfants dans ses bras devant des caméras, et ses larmes ne sont pas des larmes de star. Elles sont les larmes d'une femme qui a connu la faim dans son propre corps et qui ne peut pas regarder la souffrance des autres sans que quelque chose en elle se déchire. Mais il y a aussi dans ces voyages quelque chose qui ressemble à une course contre le temps. Pas seulement contre sa propre maladie, qui progresse en silence pendant ces années, contre autre chose, contre une dette intérieure dont elle ne parle jamais directement, mais que ceux qui la connaissent bien perçoivent dans son refus de ralentir, dans son insistance à continuer quand son corps lui demande de s'arrêter. Une collaboratrice de l'UNICEF qui a travaillé avec elle lors de plusieurs missions a confié dans un entretien accordé à un documentariste dans les années 2010 qu'Audrey avait une façon particulière de parler des enfants victimes des régimes autoritaires du siècle. Elle ne généralisait pas, elle personnalisait. Elle voulait connaître les noms, les histoires individuelles, les détails qui transformaient une statistique en être humain. Et quand on lui demandait pourquoi cette insistance sur les détails, elle répondait simplement « Parce que les détails sont ce que l'on efface en premier. Les détails sont ce que l'on efface en premier. » Cette phrase, dans la bouche d'une femme dont la propre histoire familiale avait été soumise à un effacement méthodique des détails gênants, prend une résonance qui dépasse le contexte humanitaire dans lequel elle a été prononcée. Elle dit quelque chose sur la façon dont Audrey comprenait le monde, sur ce qu'elle avait appris de son enfance et de sa famille, sur ce qu'elle savait, peut-être sans pouvoir le formuler clairement, de la façon dont les vérités inconfortables disparaissent. Et si cette phrase était aussi, sans qu'elle l'ait voulu consciemment, une clé pour comprendre ce qui s'était passé avec les archives de sa mère? Dans les derniers mois de sa vie, Audrey est revenue plusieurs fois dans la maison de Tolochenna, en Suisse, où elle avait choisi de vivre loin des projecteurs. Les personnes qui l'ont vue pendant cette période décrivent une femme qui regardait ses affaires personnelles avec une attention nouvelle, comme si elle faisait un inventaire intérieur. Elle avait demandé à ses proches de s'occuper de certains documents après sa disparition, sans préciser lesquels ni dans quel sens. Cette demande vague est peut-être la dernière trace du mécanisme de protection. Pas un ordre explicite, pas une instruction claire, juste une demande suffisamment ouverte pour que ceux qui la recevraient sachent quoi faire sans qu'on ait besoin de le dire. Le cercle jusqu'au bout fonctionnait sur le consensus tacite. Et pourtant, quelque chose avait changé dans ces dernières années. Audrey parlait plus librement de la guerre, de sa famille, de ses peurs d'enfant. Comme si la proximité de la fin lui donnait une liberté nouvelle, ou comme si elle avait décidé que certaines vérités méritaient d'être approchées, même si elle ne pouvait pas les formuler entièrement. Elle n'a jamais parlé publiquement des sympathies politiques de sa mère. Elle n'a jamais évoqué les zones grises du passé familial dans une interview. Mais ceux qui l'ont connue dans ces dernières années parlent d'une femme qui semblait porter quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé comment déposer. Ce poids non déposé est peut-être le legs le plus honnête de toute cette histoire. Non pas les archives filtrées, non pas les biographies prudentes, non pas les photographies recadrées. Mais cette femme, dans une maison suisse, qui regarde ses affaires et sait que certaines questions resteront ouvertes après elle. Si Audrey avait pu choisir ce que la postérité retiendrait d'elle, non pas l'icône, non pas la sainte, mais la femme réelle, avec ses fractures et ses silences, aurait-elle choisi la légende que le cercle avait construite, ou quelque chose de plus difficile, de plus vrai, et peut-être de plus grand? Les premières lézardes dans le mur du silence n'ont pas été causées par un scandale, ni par une révélation fracassante dans un journal à grand tirage. Elles sont venues de là où personne ne les attendait, des universités, des revues académiques, des thèses de doctorat publiées dans des langues que le grand public ne lit pas. Dans les années 2000, plusieurs chercheurs néerlandais et britanniques spécialisés dans les collaborations et sympathies politiques des élites européennes d'avant-guerre
on commençait à croiser, dans des fonds d'archives distincts, le même nom, Ella Van Heemstra. Pas comme sujet central de leur recherche, comme nom récurrent dans des contextes qui n'avaient pas été préparés pour la consommation publique. Ces chercheurs ne cherchaient pas à détruire une légende, ils cherchaient à comprendre une époque. Et l'époque, elle, ne faisait pas de distinction entre les mères des icônes et les autres. Le premier article académique à poser la question directement parut dans une revue d'histoire européenne au début des années 2000. Son auteur, un historien de l'université d'Utrecht, avait travaillé pendant plusieurs années sur les réseaux mondains néerlandais des années 30 et leur rapport au mouvement nationaliste. Il citait Ella Van Heemstra dans un paragraphe de 3 lignes, avec 2 références en note de bas de page. 3 lignes, 2 notes. Mais ces 3 lignes contenaient quelque chose que des décennies de biographie hollywoodienne avaient soigneusement évité. Une mention précise, datée, sourcée, d'une présence d'Ella dans un contexte politique qui ne pouvait pas être réduit à de la naïveté mondaine. La réaction du cercle survivant fut rapide, et elle ressemblait à toutes les réactions précédentes. Pas un démenti, pas une attaque frontale, mais une contextualisation. Des représentants de la fondation Audrey Hepburn, créée pour perpétuer la mémoire et le travail humanitaire de l'actrice, firent savoir par des canaux discrets que l'article manquait de nuances, que l'époque était complexe, que réduire Ella à quelques mentions dans des publications nationalistes était injuste envers une femme qui avait souffert sous l'occupation. Ces arguments n'étaient pas faux. Mais ils étaient exactement les mêmes arguments que ceux utilisés depuis 50 ans. Et pour la première fois, il ne suffisait plus à fermer la conversation. Car le monde académique fonctionne différemment du monde médiatique. Une note de bas de page dans une revue spécialisée ne disparaît pas parce qu'un attaché de presse exprime des réserves. Elle est citée par d'autres chercheurs, qui la citent à leur tour, qui ajoutent leurs propres trouvailles, qui construisent progressivement un corpus documentaire que l'on ne peut plus ignorer. C'est ainsi que les archives reprennent vie, non pas dans un éclat, mais dans une accumulation patiente de références croisées. Avez-vous déjà regardé une photographie que vous connaissiez depuis toujours et réalisé soudain qu'il y avait quelqu'un dans le coin du cadre que vous n'aviez jamais remarqué? Il y a une somme que personne n'a jamais pu chiffrer avec précision, et dont l'absence dans les comptes officiels dit peut-être plus que n'importe quel document retrouvé. Pendant les années de gloire d'Audrey, des fonds considérables circulaient autour de sa carrière, de son image, de ses droits. Des contrats avec les studios, des accords de licence, des royalties sur des photographies reproduites dans le monde entier. Après sa disparition en janvier 1993, ses fils Sean et Luca héritèrent d'une partie de ce patrimoine. Mais plusieurs personnes proches de la famille ont évoqué, dans des entretiens accordés à des journalistes dans les années 2000, l'existence de fonds parallèles, de comptes dans des établissements suisses et luxembourgeois, dont la trace s'était comme évaporée dans les mois qui avaient suivi la mort d'Audrey. Ces évocations ne constituent pas des preuves, elles constituent des questions. Et les questions sur l'argent dans cette histoire ne sont pas séparables des questions sur les archives. Car gérer une mémoire coûte. Payer des avocats pour superviser l'accès aux fonds privés coûte. Financer des biographies autorisées qui orientent le récit coûte. Entretenir un réseau de relations qui maintient une version de l'histoire coûte. Qui payait? Avec quoi? Et où est allé l'argent que certains proches décrivent comme disparu dans les mois suivant la mort d'Audrey? Un ancien conseiller juridique, qui avait travaillé brièvement pour une structure liée à la gestion du patrimoine d'Audrey dans les années 90, a laissé, dans des notes retrouvées par sa propre famille après sa disparition, une observation troublante. Il écrivait qu'il avait été chargé, peu après la mort d'Audrey, de vérifier l'état de certains comptes dont il n'avait pas connaissance auparavant. Ces comptes, selon ses notes, avaient été vidés dans les semaines précédant et suivant le décès. Pas frauduleusement, précisait-il, légalement, mais avec une rapidité qui l'avait surpris. Comme si quelqu'un savait exactement quoi faire et dans quel ordre, avant même que le deuil public ne commence.
Ces notes n'ont jamais été publiées. Elles ont été mentionnées dans un seul article, dans une revue spécialisée dans les successions et patrimoine des personnalités publiques, publiée au milieu des années 2010. L'article citait les notes avec prudence, entouré de toutes les précautions d'usage. Mais il les citait. Et dans le monde des archives, être cité, même prudemment, c'est exister. La question qui se pose alors n'est pas celle de la fraude, c'est celle de la cohérence. Si le cercle de protection avait fonctionné pendant des décennies pour gérer la mémoire d'Audrey et le passé d'Ella, il est logique que ce même cercle ait aussi géré les ressources financières qui permettaient cette gestion. L'argent et les archives sont les deux faces d'un même mécanisme de contrôle. On ne peut pas comprendre l'une sans l'autre. Et si une partie de cet argent avait servi, directement ou indirectement, à maintenir certains documents hors de portée des chercheurs, à financer des biographies qui orientaient le récit, à entretenir des relations avec des institutions d'archives qui décidaient des conditions d'accès? Alors la disparition de ces fonds n'est pas seulement une question patrimoniale. C'est la dernière pièce d'une puzzle dont les contours commencent seulement à apparaître. Qui, parmi ceux qui pleuraient le plus fort aux funérailles d'Audrey en janvier 1993, savait déjà ce qu'il allait faire dans les semaines suivantes? Elle s'appelait Margaret Voss dans les notes du documentariste qu'il avait retrouvé, et ce n'était peut-être pas son vrai nom. Pendant 25 ans, elle avait refusé tout quai demande d'entretien. Elle avait été secrétaire dans une maison d'édition néerlandaise dans les années 50 et 60, une maison qui avait publié plusieurs ouvrages sur les familles nobles des Pays-Bas pendant la guerre. Elle avait eu accès, dans le cadre de son travail, à des manuscrits et à des correspondances qui n'avaient jamais été publiées. Et parmi ces correspondances, selon ce qu'elle avait confié à une amie proche, figuraient des lettres d'Ella Van Heemstra. Pas des lettres de la période de guerre, des lettres d'avant. Des lettres des années 30, écrites à un correspondant dont l'identité n'avait jamais été révélée, dans lesquelles Ella exprimait des opinions politiques avec une franchise que ses biographes n'avaient jamais eu à affronter directement. Ces lettres avaient été remises à la maison d'édition dans le cadre d'un projet biographique qui n'avait finalement jamais abouti. Et quand le projet avait été abandonné, les lettres n'avaient pas été restituées à la famille. Elles étaient restées dans les archives de la maison d'édition, classées, oubliées, dormantes. Margaret Voss avait gardé le silence pendant 25 ans, parce qu'elle avait peur. Pas d'une menace explicite, d'une atmosphère. Elle décrivait, dans l'entretien qu'elle avait finalement accordé au documentariste au milieu des années 2010, la façon dont certaines personnes lui avaient fait comprendre, sans jamais le dire clairement, qu'il valait mieux ne pas parler de ces lettres. Un coup de téléphone d'un avocat qui posait des questions sur ce qu'elle se souvenait avoir lu. Une visite d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui lui avait demandé si elle avait conservé des copies de documents de son ancien employeur. Une conversation avec une ancienne collègue qui lui avait dit, avec un sourire trop calme, « Tu sais, certaines choses sont mieux laissées là où elles sont. » Ces signaux discrets avaient suffi. Margaret Voss avait compris le message sans qu'on ait besoin de le formuler. Et pendant 25 ans, elle avait gardé pour elle ce qu'elle savait. Mais à 78 ans, avec la santé qui commençait à fléchir et le sentiment que le temps des précautions était peut-être révolu, elle avait décidé de parler. Pas pour détruire une légende, pour dire ce qu'elle avait vu. Pour dire que les lettres existaient, qu'elles avaient existé, qu'elles contenaient des mots qu'elle avait écrits de sa propre main et que personne n'avait jugé utile de rendre publics. Le documentariste qui l'avait interviewé avait essayé de retrouver ces lettres dans les archives de la maison d'édition qui avait entre-temps fusionné avec un grand groupe néerlandais. Les archives de la période en question avaient été transférées plusieurs fois selon les responsables du groupe. Certains fonds avaient été numérisés, d'autres avaient été détruits lors d'un déménagement dans les années 90. Les lettres d'Ella Van Heemstra? Personne ne pouvait confirmer ni infirmer leur existence dans les fonds actuels. Une femme qui avait attendu 25 ans pour parler. Des lettres qui avaient attendu des décennies dans des cartons. Et au moment où les deux se rejoignaient enfin, les cartons étaient vides.
Est-ce que le hasard peut ressembler à ce point à une méthode? Il faut maintenant nommer ce que cette histoire a longtemps refusé de nommer directement. Non pas pour accabler les morts, non pas pour réduire une vie extraordinaire à ces zones d'ombre, mais parce que nommer est le seul acte qui résiste vraiment à l'effacement. Le personnage central de ce mécanisme de protection n'était pas un ennemi d'Audrey. C'était quelqu'un qui l'aimait, ou qui croyait l'aimer, et qui avait décidé que cet amour justifiait de contrôler ce que le monde saurait de elle. Ce personnage a plusieurs visages dans cette histoire. L'avocat qui pose des questions à Margaret Voss, l'homme aux boîtes d'archives allégées dans la maison d'Ella, le conseiller qui vide les comptes dans les semaines suivant la mort d'Audrey. Peut-être sont-ils la même personne, peut-être sont-ils plusieurs, mais ils partagent une logique commune, la conviction que protéger une image vaut plus que respecter une vérité. Cette conviction est la trahison finale. Pas une trahison spectaculaire, pas un couteau dans le dos, pas une révélation publique calculée pour détruire. Une trahison douce, exercée au nom de l'amour, qui a privé Audrey de quelque chose d'essentiel. La possibilité d'être connue entièrement, avec ses fractures familiales, avec les contradictions de ses origines, avec la complexité d'une vie qui n'avait pas besoin d'être simplifiée pour être admirable. Car Audrey Hepburn n'avait pas besoin d'une mère sans passé pour être grande. Elle n'avait pas besoin d'origine immaculée pour que son travail humanitaire soit sincère. Elle n'avait pas besoin d'une légende filtrée pour que son talent soit réel. Ceux qui ont géré son image avec tant de soin n'ont pas protégé Audrey. Ils ont protégé leur version d'Audrey. Et ce faisant, ils ont peut-être privé le public de la femme la plus intéressante, celle qui avait grandi au milieu de contradictions presque insoutenables et qui avait choisi malgré tout la douceur et la compassion. La trahison finale, c'est d'avoir cru que cette femme-là était moins aimable que l'icône. C'est d'avoir pensé que le public ne pouvait pas aimer une Audrey complexe, une Audrey héritière d'un passé difficile, une Audrey qui portait des questions sans réponse. C'est d'avoir sous-estimé la capacité des gens à aimer ce qui est vrai, plutôt que ce qui est parfait. Quant au cercle lui-même, son sort est peut-être le plus ironique de toute cette histoire. Il a survécu à Audrey. Il a survécu aux premières publications académiques. Il a survécu aux questions des journalistes et aux entretiens de témoins comme Margaret Voss. Mais il n'a pas survécu au temps. Les membres de ce cercle ont vieilli, sont partis à leur tour, ont laissé derrière eux des notes, des correspondances, des souvenirs confiés à des proches qui n'avaient pas les mêmes raisons de se taire. Et chaque départ a ouvert une nouvelle fissure dans le mur du silence. Le cercle n'a pas été puni au sens judiciaire du terme. Personne n'a été traduit en justice pour avoir géré des archives privées avec prudence, pour avoir orienté des biographies, pour avoir maintenu des conditions d'accès restrictives. Ces actes ne sont pas des crimes. Mais ils ont un coût moral que l'histoire commence seulement à calculer. Ce coût, c'est une vérité retardée, une compréhension différée. Des décennies pendant lesquelles le public a aimé une version d'Audrey qui était réelle, mais incomplète, et pendant lesquelles les questions les plus importantes sur sa famille et ses origines sont restées dans les marges, attendant leur heure. Cette heure est peut-être maintenant. Pas pour juger, pour comprendre. Si vous aviez pu choisir entre aimer une légende parfaite et connaître une femme vraie avec toutes ses contradictions, qu'auriez-vous choisi? Audrey Hepburn a quitté ce monde en janvier 1993, dans sa maison de Toloshona, entourée de ses fils et de quelques proches. Elle avait 63 ans. Son dernier voyage humanitaire en Somalie, quelques semaines plus tôt, avait été photographié par des journalistes qui avaient vu sur son visage quelque chose qu'ils avaient eu du mal à décrire. Pas de la résignation, pas de la tristesse, mais une sorte de paix farouche, comme celle d'une personne qui a fait ce qu'elle devait faire et qui sait que le reste ne lui appartient plus. Le monde entier a pleuré. Les hommages ont afflué de partout, des studios hollywoodiens aux capitales européennes, des salles de cinéma aux bureaux des Nations Unies. On a parlé de sa grâce, de son talent, de sa générosité. On a rappelé les robes,
les films, les sourires. On a évoqué les enfants qu'elle avait tenus dans ses bras dans des pays ravagés par la faim. Et dans tous ces hommages, le récit filtré a tenu bon une dernière fois. Audrey la pure, Audrey la sainte, Audrey l'icône. Mais dans les années qui ont suivi, quelque chose a changé dans la façon dont on parle d'elle. Pas dans les hommages populaires, qui continuent de célébrer la légende avec une fidélité touchante. Dans les travaux des historiens, dans les biographies plus récentes, dans les articles académiques qui croisent les archives avec une patience que les attachés de presse ne peuvent plus décourager. Dans ces espaces, une Audrey différente commence à apparaître, pas moins admirable, plus humaine. Les conséquences de décennies de filtrage ne se mesurent pas seulement en documents manquants ou en questions sans réponse. Elles se mesurent aussi dans la façon dont une génération entière a appris à penser à la complexité morale. Quand on présente une icône comme pure, on lui retire sa dimension humaine. On en fait un symbole plutôt qu'une personne. Et les symboles ne peuvent pas nous apprendre grand-chose sur la façon dont les êtres humains réels naviguent dans des histoires familiales difficiles, font des choix dans des contextes impossibles, portent des héritages qu'ils n'ont pas choisis. Audrey, dans sa vraie dimension, aurait pu nous apprendre cela. Elle aurait pu être le témoignage vivant qu'il est possible de grandir dans l'ombre d'un passé familial compliqué et de choisir malgré tout la lumière. Pas parce que l'on efface l'ombre, mais parce que l'on décide de ne pas la laisser définir ce que l'on devient. C'est cette Audrey-là que le cercle de protection nous a peut-être volé. Non par malveillance, mais par excès de prudence, par amour mal orienté, par conviction que la vérité était trop dangereuse pour être partagée. Les archives d'Ella Van Heemstra ne sont pas toutes retrouvées. Certaines ont peut-être disparu définitivement, dans des déménagements, des destructions, des décisions prises par des mains qui croyaient bien faire. D'autres dorment encore dans des fonds privés, dans des collections familiales, dans des cartons que personne n'a encore eu le courage ou la curiosité d'ouvrir entièrement. Mais les questions, elles, sont ouvertes. Et les questions ouvertes sont la forme la plus honnête de mémoire. Elles ne prétendent pas avoir toutes les réponses. Elles reconnaissent que l'histoire est plus grande que les récits que l'on en fait, que les personnes sont plus complexes que les légendes que l'on construit autour d'elles, et que l'amour véritable, celui que le public porte à ses icônes, celui que les familles portent à leurs membres, n'est pas besoin de la perfection pour être réel. Audrey Hepburn méritait d'être connue entièrement. Ella Van Heemstra méritait d'être jugée honnêtement, avec toutes ses contradictions, sans la protection intéressée de ceux qui avaient besoin qu'elle soit présentable. Et le public méritait de faire confiance à sa propre capacité à aimer quelqu'un de complexe. Ce que les dossiers révèlent finalement, ce n'est pas un crime. C'est une peur. La peur que la vérité soit trop lourde pour l'amour. Et cette peur, elle, est peut-être la plus grande erreur de toute cette histoire. Amis, comment voyez-vous Audrey Hepburn aujourd'hui? Était-elle la victime d'un entourage qui a décidé à sa place ce que le monde avait le droit de savoir? Ou portait-elle elle-même une part de ce silence, comme on porte un héritage que l'on n'a pas choisi? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons savoir si vous vous souvenez d'elle dans votre ville, dans votre famille, dans les films que vous avez aimés. Mettez un j'aime pour la vérité. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et dites-nous, après tout ce que vous venez d'entendre, aimez-vous Audrey différemment? Ou l'aimez-vous encore plus?